Alors, pour ceux qui ont zappé la partie 2, on a parlé du thème de la survie à un monde qui évolue, à un passé qui disparaît, le message de Final Fantasy VII portant sur la vie, la mort et comment survivre au temps qui passe. Mais alors étonnamment, avec cette dure lutte pour la survie au centre de l'histoire et cette volonté de mise en scène vidéoludique, les combats du jeu sont pas les plus intéressants. Avec toutes les avancées permises par la 3D, il y a peu d'évolution du système de combat ou d'utilisation de celui-ci pour poursuivre la narration, à l'exception éventuelle de quelques lignes lancées pendant les affrontements, parfois pour raconter quelque chose, mais en général plutôt pour donner des conseils tactiques, et sans jamais que les personnages ne quittent leur ligne de combat, comme ils pouvaient le faire par exemple dans Final Fantasy VI. Ici, plus vraiment de phase de dialogue ou de narration comme dans les jeux précédents, même s'il faut dire que c'était avant tout pour parer un problème technique, pas une nécessité narrative, et en dehors des attaques propres à chaque personnage, pas d'évolution du système de combat lui-même. On a des menus et on sélectionne des actions au tour par tour pour affronter des ennemis en randonnion qui tout de même peuvent désormais bouger également. Une once de storytelling est cela dit présente dans le choix des ennemis à affronter. Comme beaucoup de RPG, les monstres sont liés à leurs environnements, avec plus de bestioles et d'animaux dans les lieux naturels, mais on peut noter que les développeurs ont également voulu donner un sens lié au récit dans le choix de certains monstres. Dans la périphérie de Midgar par exemple, on peut trouver des monstres semblables à des motos mutantes, qui sous-entendent que ce sont probablement des voyageurs, empoisonnés par la Mako déversée par la Shinra, qui ont muté en forme de monstres, comme cela se produit dans les environs de Nibelheim. On peut aussi noter que dans les taudis, on affronte en priorité des brigands et des voleurs, adaptés à un milieu de pauvreté, tout comme ce monstre qui a pris la forme d'une maison pour pouvoir y piéger les sans-abri et les dévorer, une idée assez glaçante. Enfin, lorsqu'on retourne au manoir de Nibelheim, un lieu fondamentalement lié à notre passé et à la folie de Sephiroth, on rencontre des monstres qui évoquent tous la notion de temps, jusqu'à des pendules, et d'autres qui infligent principalement des altérations d'état mental, comme la folie. Là où les combats évoluent et bénéficient d'une narration, c'est tout simplement avec la caméra 3D. Chaque action dans Final Fantasy VII a son animation et surtout son plan ou mouvement de caméra, comme ici ce travelling arrière qui accompagne la vague pour appuyer sa force, ou les multiples travelling circulaires qui appuient la montée en puissance des persos en nous focalisant dessus, et en montrant que la caméra est bloquée sur eux, dynamisant radicalement les affrontements, tout en conservant un vaste choix d'actions et le temps de réflexion. Et regardez ça! Aujourd'hui encore, ces combats sont d'un dynamisme assez irréprochable, et les angles et animations des attaques, magie, les attaques des limites et surtout les invocations, sont ancrés dans la mémoire des joueurs à tout jamais. L'invocation ultime, Chevalier de la Table Ronde, qui dure tout de même une minute entière, est mémorable pour ses multiples changements d'angle et de plan montrant tour à tour l'attaque venir de dessus, d'en dessous ou des côtés. L'ennemi est mis en rapport avec l'entité qui l'attaque afin d'être systématiquement dépassé par ce qu'on lui envoie dans la gueule une dizaine de fois d'affilée. Bref, si les combats ne servent pas à la narration et ne font pas vraiment passer d'émotion, si ce n'est la confrontation finale avec Sephiroth, où un champ contre champ de plus en plus rapide fait monter l'intensité dramatique de l'événement et la pression du joueur qui a passé tout le jeu à lui courir après et les 40 dernières minutes les botter le cul et qui pense en avoir fini, ils font vivre bien plus intensément les affrontements et les rendent spectaculaires au lieu d'être figés. Cela dit, j'abuse un peu. Il y a du storytelling dans les combats de Final Fantasy VII, mais comme c'est un jeu à choix multiples, les circonstances sont pas forcément réunies pour qu'on en fasse l'expérience, ou on peut être trop distrait pour le remarquer. Nos personnages vont rencontrer régulièrement au fil de l'histoire un groupe d'agents secrets appelés les Turcs. Ne me demandez pas pourquoi, mais aucun lien avec la Turquie. Les Turcs donc, qui travaillent pour la Shinra et font toutes les opérations vraiment frauduleuses, genre enlèvement, assassinat, disparition de preuves, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces ennemis ne sont pas si belliqueux que ça et ont souvent des problèmes avec leurs ordres. Tseng, le chef, a développé un attachement pour Aeris qu'il connaît depuis son enfance. Oui, sauf dans cette scène où il y est attaché comme le père de Beverly dans ça. Mais il a globalement du mal à être méchant avec Aeris alors qu'il est chargé de la poursuivre. Là où c'est intéressant pour une narration vidéoludique, c'est qu'à un moment on peut surprendre une conversation entre Reno et Rude, les deux que l'on voit le plus souvent, où Rude avoue que la fille qui l'intéresse est Tifa, l'amie d'enfance de Cloud. Et de fait, si vous avez du mal avec ce combat, essayez de garder Tifa en vie en priorité car Rude ne l'attaquera presque jamais. Faut vraiment qu'il n'y ait plus qu'elle debout, et même là, il désactivera sa fonction contre-attaque et la remplacera par des points de suspension pour montrer que son petit cœur est blessé. Et ça c'est con, on peut passer à côté pendant qu'on est en plein dans le combat, mais c'est du vrai storytelling, fait par les outils du jeu vidéo lui-même. L'ennemi refuse d'attaquer quelqu'un qui l'apprécie. Dans un autre ordre d'idée, mais cette fois-ci avec un personnage jouable, Kachi. Ce qui le définit, c'est qu'il est inutile et imposé au groupe. Il nous rejoint malgré les protestations claires de Cloud, et sans en dire trop parce qu'on n'est pas en section spoiler, c'est un personnage qu'on aura du mal à contrôler.
En combat, Kachi utilise un mégaphone pour taper sur les gens et non pour crier dedans. Cherchez pas à comprendre. Et sa limite, l'attaque spéciale qu'il lance quand il a reçu trop de dégâts, seule vraie nouveauté du système de combat, est soit un lancer de dés qui fait des dommages aléatoires selon les résultats. Oui, je sais, les images que vous voyez sont en anglais parce que je déteste ce personnage et donc j'ai très peu d'images de lui en combat. Donc c'est soit un lancer de dés, soit une roulette qui est programmée pour rendre les meilleurs résultats difficiles à obtenir, mais qui peut lancer des choses qui vont de quelques dommages à tuer tout le groupe d'un coup. Et donc, dans tous les aspects du jeu, Kachi est incontrôlable. À peu de choses près, les actions de base, mais les limites sont incontrôlables. Et alors je me suis rendu compte d'un truc en écrivant ces quelques lignes. Kachi est une machine qui prédit la bonne aventure, et là, en écrivant qu'il est défini par le fait de s'imposer, d'être incontrôlable, et qu'il a une limite basée sur un lancer de dés qui donne des résultats hasardeux, je me suis rendu compte que Kachi est l'incarnation du destin. Il est là, il s'impose, globalement on fait avec et on évite d'y faire appel parce que les résultats sont toujours un peu décevants, et parfois, il frappe sans prévenir. Notons pour finir sur cet aspect du storytelling que les limites et armes ultimes du jeu sont généralement obtenues lorsqu'un personnage a accompli un arc psychologique et non en simple récompense d'un donjon. Bon, certaines si... Bordel! Tu t'es fait avoir, t'as oublié la dernière arme de Barrett, pauvre... Mais il faut globalement avoir accompli l'arc d'un personnage, fait la paix avec leur passé, pour mériter de débloquer leurs dernières armes et limites. Sid a sa dernière arme après avoir fait une croix sur son envie d'aller dans l'espace, Tifa doit avoir avoué ses sentiments à Cloud dans le CD3, etc., etc. Et alors, comme cette fois-ci on se concentre sur un jeu spécifique, je vais revenir un peu plus en détail sur le système de combat. Comme je l'ai dit, le système de combat n'a pas spécialement évolué en dehors de la mise en scène. On a toujours un menu, avec les diverses options disponibles en blanc, accessible grâce à un curseur, le fameux gant traditionnel, déplacé par la croix directionnelle. Il faudra attendre Final Fantasy VIII pour voir une évolution de la charte graphique, de la disparition des bordures et de la couleur bleue de toutes les bulles du jeu, au passage à une interface transparente et beaucoup moins encombrante. Tous les personnages ont des points de vie exprimés en HP et de magie exprimés en MP. Magie? Pas mana? Personne dans le jeu ne prononce une seule fois le mot mana, tout le monde parle de magie, alors arrêtez vos lubies débiles pour ne pas avoir à changer vos petites habitudes! Sont équipés d'une arme, d'une armure et à l'occasion d'un accessoire qui permet de booster certaines statistiques ou de protéger de certaines formes d'attaque. Il y en aura énormément à collectionner au fil du jeu afin d'améliorer nos combattants. Tous les personnages disposent par défaut des compétences attaque et objet, et d'options sur les côtés permettant de déplacer les personnages en avant ou en arrière dans leur ligne, également configurables dans le menu, les personnages en retrait recevant bien moins de dommages, auprès d'en infliger moins également, et vice versa, et d'une position défensive pour encaisser les coups, quelle que soit la ligne. Les monstres et les personnages ont une barre d'action qui se remplit plus ou moins vite selon les individus et leur niveau ou statut, et si nos personnages reçoivent assez de dommages tout en y survivant, ils rempliront, comme on vient de le voir avec Kachi, une jauge de limites et auront droit à une attaque spéciale, parmi une liste à débloquer au fur et à mesure du jeu. Explorant là aussi l'idée d'avoir été rendu plus fort en affrontant la vie, en étant un survivant, elles évoluent au fil des combats. Utiliser plusieurs fois la limite, donc prendre des dégâts et survivre, ou abattre un certain nombre d'ennemis, et donc affronter les épreuves de la vie, débloquera la limite suivante. Jusque-là, rien de révolutionnaire, en dehors de l'utilisation pleine de sens que lui donnent les développeurs du jeu. La trouvaille géniale de Final Fantasy VII, c'est les matérias. Créés par l'énergie Mako, ces petits cristaux ronds, évolution des cristaux traditionnels de la franchise, renferment des pouvoirs qui se divisent en 5 catégories. Les magies en vert, les invocations en rouge, les commandes en jaune, les soutiens en bleu, et les violettes, pour tout ce qu'ils n'ont pas réussi à classer dans les autres. Chaque arme et accessoire du jeu comporte des orifices dans lesquels on insère les matérias afin de disposer de leurs capacités. Et comme tout dans Final Fantasy VII évolue grâce au combat, les matérias aussi. Chacune reçoit des points d'aptitude, ou AP, en même temps que les XP qui sont destinés à l'évolution de nos personnages. Chaque matéria a une évolution différente, quantifiée en étoiles. Pour la plupart des matérias, obtenir une nouvelle étoile implique qu'on dispose d'une nouvelle aptitude. Par exemple, la matéria feu nous donnera accès à feu 1 avec une étoile, à feu 2, 2 fois plus puissant avec 2 étoiles, et ainsi de suite jusqu'à ce que la matéria arrive à son maximum, auquel cas elle nous fera cadeau d'une deuxième matéria identique mais de niveau 1, afin de faire bénéficier de l'aptitude à un autre personnage, ou de la revendre pour de l'argent. Attention tout de même, si certains équipements sont parfaits pour faire progresser vos matérias, offrant le double ou le triple de vos AP,
Certains bloquent l'évolution des matérias et sont à réserver à celles qui sont déjà maximisées. Généralement, ce sont les équipements qui nous rendent les plus puissants, qui ont cette limitation, nous forçant à éviter de les utiliser tant que nos matérias n'ont pas correctement progressé. Chaque arme et accessoire offre donc un nombre différent d'orifices, dans lesquels on répartit les sorts et compétences entre les personnages au fil du jeu, permettant de totalement personnaliser notre équipe. Alors bien sûr, certains personnages sont naturellement plus orientés vers l'attaque, d'autres vers la magie, la défense, etc. Mais entre les différentes associations de matérias et d'équipements, on peut totalement transformer Barrett, grosso modo le tank, en mage blanc de l'équipe, tout en conservant une partie de sa force physique. Les matérias vertes et rouges sont les plus faciles à comprendre. Chaque matéria verte est une magie, chaque matéria rouge est une invocation différente. Même les matérias de commande, jaunes, sont assez basiques. Elles offrent une compétence comme la possibilité de scanner les ennemis, voler les objets, attaquer en volant un objet en même temps, faire des coups spéciaux ou même voler une vingtaine de compétences spécifiques à nos ennemis pour leur rebalancer dessus. Pour vraiment vous faire une idée des capacités de ce système, il faut s'intéresser aux autres catégories. Les choses deviennent un peu plus fun par exemple avec les matérias dites de soutien. Certains des orifices sont en effet liés entre eux, là où d'autres sont isolés. Et c'est là qu'on peut commencer à s'amuser. La première matéria de soutien dont on dispose est Tout, qui associé à une matéria de magie permet d'envoyer au prix d'un coût légèrement supérieur en MP, votre sort sur tous les ennemis. Une seule fois par combat au niveau 1, et jusqu'à 5 fois à mesure qu'elle atteint ses 5 étoiles. Ça implique en début de jeu d'être très stratégique sur où placer la matéria Tout. On peut favoriser la sécurité et l'associer à la matéria Restaurer, ou l'attaque en l'associant à une magie efficace contre les monstres locaux, et quand on commence à avoir des matérias Tout de très bon niveau, il faut les mettre sur les sorts les plus importants, et réserver les plus faibles à des sorts moins cruciaux. Cette association simple sera le début d'une customisation presque sans fin. D'autres matérias, comme effets supplémentaires, associeront l'altération d'état d'une matéria, type sommeil, lenteur, confusion, permettant de s'en protéger si on le met sur un bouclier, ou d'ajouter cet effet à nos attaques si on le place sur une de nos armes. Une autre matéria, élément de base, permet d'associer des magies élémentaires type feu, glace, foudre à nos attaques ou nos défenses, y compris avec les matérias d'invocation liés à des éléments comme Ifrit, Shiva, Ramu, etc. D'autres permettent d'ajouter une action en plus de celle de la matéria, par exemple lancer un sort de glace et récupérer des HP, des MP ou un objet en même temps, de lancer plusieurs fois l'attaque en un tour, ou de pouvoir automatiquement lancer une attaque au début d'un combat, ou encore mieux, au moment de mourir. Et là, tu peux commencer à t'amuser, genre en équipant attaque finale et l'invocation Phénix, qui si on l'invoque au combat ne fait qu'une attaque de feu, mais si on l'invoque automatiquement au moment de mourir, permet de ramener à la vie, à condition d'avoir assez de MP pour la lancer au moment de mourir et de ne pas être affublé d'une altération d'état qui empêcherait d'utiliser la magie. On peut associer des matérias pour restaurer automatiquement sa santé, pour voler en pratiquant n'importe quelle attaque, on peut même s'en servir pour attraper plus facilement des chocobos. Oh, bordel, les chocobos! Pas maintenant, plus tard, faut absolument que je vous parle des chocobos, mais on finit d'abord les combats. Enfin, dans les matérias divers et variés classés en violet, on peut trouver tout un tas d'améliorations d'état, comme des boosts de MP, de HP, la capacité d'agir comme un tank et d'encaisser les coups pour les autres, de contre-attaquer automatiquement, d'attaquer les ennemis volant sans armes adaptées à ça, d'augmenter sa chance, sa vitesse, sa force et tout le reste, la capacité de réduire ou d'augmenter la fréquence des combats, ou encore une matériel pour pouvoir respirer sous l'eau, absente du jeu japonais d'origine, créée pour faciliter un des combats optionnels du jeu. Avec tout ça, vous n'aurez que l'embarras du choix pour personnaliser vos personnages, et en guise de récompense pour ceux qui auront fait l'effort de trouver toutes les matérias et de toutes les mener au niveau maximum, le jeu offrira plus tard la possibilité de toutes les condenser dans une matéria maître, une des 3 du jeu. Celle qui offre toutes les magies, celle qui offre toutes les invocations, et une qui réunit les principales matérias de commande. Il n'est pas possible de les utiliser pour booster ses statistiques en revanche, mais ça offre le choix en combat sans encombrer les orifices. Ainsi, le système de combat de FF7 est à la fois accessible et finement customisable. Le joueur de base peut s'y retrouver facilement, et les joueurs les plus expérimentés peuvent chercher les meilleures combinaisons possibles pour pouvoir terrasser des groupes d'ennemis entiers en un seul coup d'épée. De fait, si les combats sont assez peu narratifs, entre leur dynamisme et leur richesse, ils ont pleinement de quoi occuper et justifier le reste du jeu, et franchement, c'est un plaisir quasi schizophrène, à chaque partie de Final Fantasy VII, de faire un choix entre suivre l'histoire ou jouer au jeu. L'histoire est tellement cool que tu as envie de continuer, et en même temps, au premier signe de résistance des ennemis, tu rentres à fond dans le système de combat, et c'est toujours avec plaisir que tu passes une petite heure à faire du leveling, avant de reprendre le récit. Tu sens tellement tes personnages progresser, tu les vois vraiment frapper plus fort, et en même temps assez rapidement pour que le leveling ne soit pas obligatoire, mais se ressentent vraiment. En fait, ce paradoxe entre récit et combat, c'est un peu comme le paradoxe entre histoire et divertissement pour les films, d'action notamment. Il y a un équilibre entre réflexion et divertissement. Et à mon sens, Final Fantasy VII est l'équilibre parfait
entre la réflexion apportée par le récit, visuel notamment, et le divertissement apporté par l'aspect jeu vidéo. Et alors, en parlant de jeu, pour maintenir l'intérêt du joueur jusqu'à la fin sans le saouler avec le jeu de base non plus, FF7 contient plusieurs mini-jeux répartis au fil de l'aventure, ensuite disponibles à volonté à l'intérieur du Gold Saucer, si on paye le prix bien entendu. Il y a plusieurs mini-jeux, comme appuyer sur les boutons simultanément, les squats japonais que doit faire Cloud pour récupérer l'un des éléments de sa tenue de femme et infiltrer le Mac Don Corneo. Oui, ça arrive. On a même à un moment un concours de claques entre Tifa et Scarlett de la Shinra. Mais le jeu est surtout connu pour ses vrais mini-jeux, qui aujourd'hui d'ailleurs existent presque tous en vente à l'unité sur mobile. Un jeu de course lorsqu'on s'échappe de Midgard, dans lequel on joue Cloud sur une moto, le reste du groupe est dans un camion, et on doit arrêter les soldats de la Shinra qui arrivent de tous les côtés pendant quelques kilomètres. On a un jeu de sous-marin, puisqu'on peut explorer les océans dans ce jeu comme c'était le cas dans le 3. Un jeu de Tower Defense ou RTS au Fort Condor. Une descente en snowboard dont j'ai complètement oublié les contrôles aujourd'hui. Et alors si on est honnête 5 minutes, on peut pas dire qu'il soit extraordinaire. Le jeu sous-marin typiquement attire beaucoup de haine, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les mecs, vous savez pas jouer, vous savez pas jouer. Mais oui, honnêtement, même les meilleurs, comme les courses à moto ou le snowboard, sont franchement pas très maniables, un peu casse-gueule et frustrants pour certains. Mais ils apportent une dose de fun et de challenge extrêmement bienvenue pour avoir autre chose que le récit. Et le mini-jeu le plus culte est celui qui est impliqué dans sa propre mini-quête annexe, les courses de Chocobo. La première on doit la faire pour gagner notre libération de la prison de Corel, mais par la suite ce sera un moyen de gagner des objets et surtout d'améliorer ces Chocobos et de les faire évoluer. Après autant de temps passé à parler de la dureté de la vie, c'est probablement l'aspect du jeu qui la célèbre le plus. Très vite, on trouvera une ferme à Chocobo et moyennant paiement, on pourra y louer des enclos et y envoyer les Chocobos capturés sur la carte du monde. On trouve en effet partout des traces de Chocobo qui proposent des combats particuliers où il faut tuer tous les ennemis avant que l'animal ne s'échappe, et chaque trace propose une race différente de la bestiole. Une fois qu'on a capturé des couples de la même race, récupérés dans les mêmes zones, on peut les accoupler. La récompense c'est que certaines races, lorsqu'elles s'accouplent après avoir mangé une noix particulière, donnent des Chocobos spéciaux. Le bleu qui peut parcourir les fonds d'eau peu profonds, le vert qui peut sauter les montagnes, les noirs qui sautent toutes les rivières et les montagnes, permettant de débloquer certaines zones du jeu, et enfin un Chocobo doré qui peut se promener sur absolument tous les terrains de la carte du monde, et est le seul moyen d'obtenir l'invocation ultime du jeu, Chevalier de la Table Ronde. Mais pour s'assurer qu'on a des chances d'obtenir le bon Chocobo, il faut les entraîner, et pour cela on utilise le Gold Saucer et les courses. Après avoir amélioré la statistique en les engraissant de légumes énergétiques, chaque oiseau doit remplir 9 courses, la grande ou la petite, avec Tifa, Sid ou Cloud, peu importe, jusqu'à atteindre la classe spéciale, de sorte que l'enfant bénéficie des compétences des parents et soit plus rapide dans les courses suivantes, ce qui garantit plus de chances d'obtenir la couleur de Chocobo désirée. Je suppose que c'est un truc qui doit faire enrager les défenseurs des droits des animaux, mais franchement, l'élevage de Chocobo est un des trucs les plus fun à faire du jeu. Même si la course en elle-même est pas super ouf, les contrôles sont complètement baisés, le Chocobo va quasi jamais où tu veux, la sensation de vitesse est super chelou avec des variations dans le framerate même, mais c'est tellement satisfaisant et les récompenses de la part du jeu sont si fortes que je ne peux jamais m'empêcher d'arrêter ma partie au CD 2 ou 3 pour capturer mes oiseaux, les engraisser à coups de 99 légumes qui améliorent leurs compétences, faire quelques courses Gold Saucer jusqu'à ce qu'ils soient au bon niveau, et forcer mon mâle et ma femelle à niquer pour enfin avoir mon Chocobo bleu, vert, noir ou doré. J'adore l'élevage de Chocobo! Mon seul et unique regret, c'est qu'on ne puisse jamais obtenir les races rouges, blanches ou les autres couleurs présentes pendant les courses, mais c'est vraiment le seul défaut de ce mini-jeu. Bref, Final Fantasy VII est génial. Le récit mélange habilement narration et ludisme pour créer des émotions, le thème est parfaitement traité, mais tout ça est encore plus sublimé par un des éléments essentiels des Final Fantasy, une excellente musique. Ah, cher Nobuo Uematsu. Heureusement que t'as changé d'avis et continué à bosser après le 6 parce que la bande-son de FF7 est légendaire. C'est simple, chaque musique fait ressentir une tonalité émotionnelle différente et semble être la seule et unique façon de transmettre cette émotion sous forme musicale. Le grandiose de One Winged Angel, opéra composé d'un orchestre symphonique et de chœurs mixtes, un vrai chœur à une époque où on a à peine des voix,
s'impose dès les premières percussions et te fait sentir que tu vas passer un des combats les plus difficiles de tout le jeu. Ces diverses envolées t'accompagnent dans ton effort et s'associent parfaitement aux attaques dévastatrices de Sephiroth, y compris et surtout la plus puissante de toutes, Supernova, qui semble indiquer que l'histoire se déroule sur Terre d'ailleurs. J'ai jamais trop su quoi en penser de ce coup-là. Il y a Pluton, Jupiter, Saturne... Est-ce que c'est le seul à se passer sur Terre, ou est-ce que tous les Final Fantasy se passeraient sur Terre juste à des époques différentes? Bizarre. Bref, les compositions de Uematsu sont extraordinaires, sans pour autant exploiter complètement les capacités CD uniques de la PlayStation, puisqu'elles sont toutes sous forme de partitions numériques jouées par des instruments samplés, raison pour laquelle elles sont en MIDI sur PC, à la seule exception des chœurs. Mais la qualité de ces instruments dans les FF est telle que pour certaines pistes, il est difficile d'imaginer que les sons sont des samples froids et synthétiques, tant les compositions de Nobuo transpirent de vie, de mort, de joie, de mélancolie, de tristesse. À nouveau, il explore absolument tous les registres et styles musicaux pour trouver les meilleures ambiances possibles pour chaque écran, chaque scène, chaque situation de jeu, chaque environnement, et ainsi créer des thèmes inoubliables. Combien de joueurs de FF7 n'ont pas totalement interrompu leur progression dans l'aventure, juste pour rester plus longtemps sur un écran et profiter de la musique. Pardon. Juste un exemple pour exprimer le génie du mec, l'un des monstres, Genova, est une créature qui change de forme pour atteindre ses cibles, comme la créature de The Thing. Lorsqu'il a créé son thème, Uematsu a utilisé une façon de composer la musique qui change la tonalité de la mélodie 11 fois d'affilée pour retranscrire l'aspect métamorphe de la créature. Je vais laisser la vidéo d'Alex Moukala qui m'a fait découvrir le truc vous expliquer ça mieux que moi. In music, changing keys means to go from one tonality to another. When done correctly, it changes the whole scope of emotions that a musical piece can summon. Key change is a phenomenon that normally occurs only a few times per track. As for Genova, the main melody changes key 11 times in the span of a few minutes. The melody starts by playing the first 5 notes in the D minor scale. But it does so in a very specific pattern that makes it more interesting. He moved the track to an F minor key before repeating the melody again. And then he moves to an E minor key. Then moves to a G minor key and ends on a D minor key. But as if that wasn't enough, the most mind-blowing part is the one that comes after. One where the melody is still quite simple, but changes to a progression of 5 different major keys in a row, each one making the track slightly brighter. Pour faire peut-être plus simple, Uematsu a aussi parsemé le jeu de thèmes qui entourent les personnages et marquent leurs états et évolutions émotionnelles. Alors soyons honnêtes, la plupart des compositions en audiovisuel essayent d'évoquer une émotion ou les personnages auxquels elles sont liées, que ce soit au travers de la composition ou des instruments récurrents. Mais ce travail de thème ou de mélodie qui viennent régulièrement symboliser les mêmes personnages ou émotions, appelé leitmotiv, travail déjà entamé dans les opus précédents, est ultra cinématographique, même si dans un film, on créerait une variation pour chaque occurrence de la mélodie, au lieu de la réutiliser comme dans un jeu vidéo. On peut par exemple retrouver le thème principal, celui de l'aventure joué sur la carte du monde, repris tour à tour de façon festive,
y compris dans une musique composée spécialement pour une cinématique. Bucolique et un peu magique. Sombre. Tendu. Ou mélancolique. Et grâce à ça, des connexions et du storytelling se font sans même qu'on s'en aperçoive, inconsciemment. Comme lorsqu'on arrive dans le village et qu'on entend le thème de Corel. Après avoir entendu au début du jeu celui de Barrett, qui vient de ce village. Avant même qu'on ait compris qu'il venait de là, on a compris avec cette musique que Barrett allait être au centre du prochain segment de l'histoire. Vraiment, les musiques de ce jeu sont dingues, et pour vous le prouver, voici un petit florilège de mes pistes préférées. Mais pour montrer la toute-puissance du travail de Uematsu, le meilleur exemple est les toutes dernières notes de musique entendues sur le tout dernier plan du jeu. Alors, je vais essayer d'éviter les spoilers en floutant les images, mais je ne ferai pas bien mon travail si je n'insistais pas sur le fait que le jeu se termine sur ça. Ces 3 simples notes et cette infime seconde sur le visage d'Aeris nous reconnectent au début du jeu. Aeris et ses 3 notes sont la première et la dernière chose que l'on voit du monde de Final Fantasy VII. Et à elle seule, cette association remet subitement en tête du joueur la totalité du jeu. Tous les événements, les tragédies, les combats, les succès et les défaites, et littéralement les millénaires d'histoires qui nous ont menés à cette conclusion, scellant à jamais dans l'esprit du joueur qu'il vient de participer à l'aventure de sa vie. Final Fantasy VII est un jeu sur la vie.
Il y a des naissances, des morts, des vies riches et renseignées sur plusieurs années qui s'entrecroisent, de la découverte autant de soi pour les personnages que du monde du jeu et son histoire avec un H majuscule, du rire, des larmes, de la confusion, de la maladie, du sexe, de l'introspection, un rôle central est disséminé partout dans le jeu des parents, les gens, leurs émotions, pulsions et faiblesses, la nature, la science, la modernité de l'ancien monde, le capitalisme incontrôlable, bordel, Final Fantasy VII, c'est tout! Et avant de finir, je voudrais insister sur le fait que c'est en bonne partie un côté plus sombre et terre-à-terre qui a fait de Final Fantasy VII ce qu'il est. Tout en gardant des racines de fantasy, l'intégralité du jeu se présente comme la scène où Kefka a empoisonné le village dans FF6. Quelque chose de très concret. Expérimentation de drogue sur des soldats, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où plusieurs soldats japonais ont été drogués et sont devenus accros aux méthamphétamines entre 39 et 45, manipulation génétique, qui sont rentrés en discussion dans les années 90 avec le clone de Dolly et l'arrivée des OGM, l'énergie Mako qui empoisonne et pollue autant qu'elle permet le confort électrique et rend très concret l'aspect spirituel du récit, troubles psychologiques suite à des traumatismes, l'univers de FF7 est incroyablement concret et proche du nôtre, tout en proposant une aventure fantastique, rendant les émotions bien plus concrètes et les situations bien plus faciles à comprendre. Et alors c'est allé un tout petit peu trop loin par rapport à là où on est dans l'histoire des consoles, mais de toute façon je pourrais pas en parler parce que j'ai pas pu le faire, j'ai pas de PlayStation 4 ou 5. L'année dernière est sorti le remake de Final Fantasy VII, le premier volet. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'attende à du changement dans les autres. Bah oui, parce que si on y réfléchit, ça veut dire quoi une communauté qui est attachée à FF7 au point d'en vouloir un remake réclamé pendant 25 ans? Bah qu'elle s'accroche à un souvenir! Cette communauté est mélancolique d'un temps révolu dans lequel on a excellé, pendant lequel on s'est forgé des modèles et des idéaux, et qu'on n'arrive pas à oublier. Nous sommes des survivants de Final Fantasy VII. Et de façon finalement très logique, Kitase et l'équipe originale de FF7 ont décidé de totalement jouer avec ça. Le scénario de FF7 Remake est basé sur le fait que Sephiroth, et peut-être Aeris, sont conscients d'être dans un remake, une seconde lecture d'une histoire. Sephiroth sent que la rivière de la vie, qui symbolise un cycle de destruction et de recréation qui se répète sans fin, se répète, justement, et il semblerait que l'histoire de Final Fantasy VII Remake soit une nouvelle occurrence de l'histoire, avec un H majuscule, dans le monde du jeu, tout comme elle l'est dans le nôtre. Et à cause de son histoire, si Final Fantasy VII est le jeu pour lequel les fans ont demandé un remake, c'est aussi le jeu qui ne devrait pas avoir de remake, parce que tout le message est d'apprendre à passer à autre chose. De fait, nos personnages affrontent littéralement leur destinée en fin de première partie de remake, et c'est pour ça qu'ils ont tenu à changer l'histoire et à montrer des flash-forward en plus des flashbacks. Ils savent que ce jeu existe à cause de nos souvenirs, que c'est à l'exact opposé du message de l'original, et vont donc essayer de nous le rappeler en prenant de grosses libertés, en nous forçant à évoluer et à laisser une partie de ce monde derrière nous, pour accepter le nouveau. Il faut admettre qu'ils se sont lâchés pour à la fois faire honneur à l'amour des joueurs pour l'original, et radicalement les diviser sur des libertés au niveau de l'adaptation. Moi-même, je sais pas trop quoi faire de certaines décisions. Non mais c'est quoi cette merde? Donc là vous n'avez jamais été serré avec son corps. Final Fantasy VII sera un véritable blockbuster, comme on l'a vu en début de vidéo, et définira ce que doit être un RPG à la japonaise pour les décennies à venir. Tous les Final Fantasy sortis sur PlayStation emploieront exactement le même système que le 7, avec mélange d'environnements pré-rendus, cinématiques, et combats aux cartes du monde en 3D, avec des personnages de proportions plus réalistes pour le 8ème opus qui ne contient aucune créature chelou dans le genre Kachi parmi l'équipe principale, bien qu'il y ait d'autres races dans cet univers, ou avec des personnages déformés à nouveau mais bien plus détaillés comme dans le 9, le jeu entier étant un hommage aux racines médiévales fantastiques de la saga pour son chant du cygne sur une génération qu'il avait délaissée au profit d'environnements plus axés sur la science-fiction. Et très franchement, même si j'ai une aversion absolue pour le 9 et son chara-design, ces jeux m'ont offert les plus beaux graphismes et environnements, et donc la meilleure narration de ma jeunesse vidéoludique. Le 9 par exemple est l'apothéose du mix entre jeu et cinéma, avec des scènes qui opèrent de multiples changements de point de vue sans aucun écran de chargement. Alors oui, au passage, j'ai jamais réussi à faire fonctionner le mode qui améliore les graphismes, donc j'ai chopé un let's play en ligne, mais j'ai bien refait le jeu pour écrire ces quelques lignes. Mais donc oui, il y a une mise en scène qui joue sur les multiples plans plus que dans tous les autres opus PlayStation, et une maîtrise de l'interaction entre les cinématiques et la 3D temps réel qu'aucun autre jeu de la console n'a jamais su faire. C'est juste super dommage que ça ait été pour le jeu avec l'histoire la plus pourrie. Je suis toujours quoi devant l'amour que lui portent ses fans et les louanges qu'il chante à son récit tellement je le trouve nul. Ce jeu est d'une superficialité et montre une absence si totale de subtilité face aux questions qu'il soulève sur le sens de la vie, la faute à son style et son ton grotesque mais surtout ultra rushé.
Par exemple, quand on arrive à Lindblum, le héros Jidan rentre dans un bar et il croise Freya, une ancienne connaissance, et échange 3 phrases avec elle. Et genre, cutscene suivante, pof, elle fait partie du groupe maintenant. Tout est traité de façon aussi superficielle et brute de décoffrage. On va me dire, oh mais il se passe des événements super graves dans le jeu, c'est fort, oui enfin, quand on a un soldat blessé qui vient crever sur le tapis royal, tout le monde enjambe nonchalamment le cadavre encore fumant pour aller dîner avant de s'occuper de l'attaque de la ville, parce que quand même on va pas y aller l'estomac vide. Tu parles d'une tension dramatique, et tout ce qui est abordé dans le jeu est survolé comme la dépouille de ce soldat. Ils ont tellement rien à raconter tant c'est creux et ça va vite en besogne, qu'ils ont ajouté des tonnes de mini-jeux inutiles, genre une chasse aux monstres, ou la pire idée, une partie de jeu de cartes d'FF9 que tu es obligé de gagner alors que les règles du truc sont incompréhensibles. Regardez-moi ça, il y a des flèches partout, il y a des chiffres et des lettres bizarres, et quand on joue elles ont tout à coup une valeur numérique jamais affichée ailleurs. Quelle idée de merde! L'autre idée pour perdre du temps, c'est qu'ils ont rendu le jeu ultra difficile. Même en grindant quelques heures, les ennemis frappent comme des fils de pute et t'es toujours à court de soins parce qu'ils ont foutu des jobs. Le pire, c'est qu'à un moment où l'une des mages blanches est enlevée par le méchant et l'autre se tape une dépression nerveuse, du coup elle arrive plus à lancer la moindre action au combat, et t'affrontes certains des monstres les plus coriaces du jeu au même moment. Alors oui, d'accord, ça fait de la narration à travers le gameplay, mais putain, qu'est-ce que ça casse les couilles! C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Quina, ce truc, était au final mon perso préféré du jeu vu ses capacités versatiles de mage bleu qui peut utiliser des magies de soins ou d'attaque volées aux monstres. Et j'en ai tellement voulu à Daga d'être une chiffre molle que je l'ai plus jamais utilisé du jeu. Connasse! Sérieux, les combats sont hyper frustrants, sans parler des trans, les limites du jeu, qui s'activent automatiquement et dont 90% du temps sont gâchés dans des combats normaux, voire se déclenchent en toute fin de baston au lieu de pouvoir les réserver stratégiquement pour les boss. En plus de ça, ce système de combat est d'une lenteur insupportable. Dans FF7 ou 8, dès que le système sait à qui c'est le tour d'attaquer, il attaque. Mais là c'est comme s'il fallait patienter pendant que le jeu charge l'animation et du coup tu attends que ton personnage agisse. Il y a tout un tas de petits temps d'attente comme ça qui rendent le combat insupportable, genre quand tu peux utiliser plusieurs magies en même temps, là où FF7 les lançait à tir larigot dès qu'il y en avait une qui s'était arrêtée, ici tu dois attendre quelques secondes que le personnage se bouge le cul et se décide enfin de lancer le deuxième. Du coup globalement tu réfléchis trop vite pour le jeu, ce qui peut amener des cafouillages stratégiques stupides qui auraient pu être si simplement évités avec des combats un peu plus dynamiques. Merde, il aurait suffi de nous laisser appuyer continuellement sur le bouton d'action pour envoyer rapidement les commandes d'attaque, mais non! Contrairement à FF7 et 8 qui te laissent le faire, dans le 9, faut bien appuyer pour chaque commande et perdre du temps là-dessus aussi. C'est infime, mais au fur et à mesure ça s'accumule. C'est con parce que techniquement j'aime bien ce système de combat, comment ils ont fait le truc avec les compétences à apprendre avec divers équipements, mais même là t'as des trucs absurdes, genre t'apprends en cours de combat qu'un accessoire t'a immunisé contre un élément parce que c'est marqué nulle part dans les stats. Parfois même la petite aide qui est offerte par le MOC te le dit pas. Comme si le guide du jeu était obligatoire pour savoir ce que tu fais. Mais surtout c'est lent! Bon Dieu que ces combats sont lents! Regardez ça, elle est chargée la barre d'action là! Qu'est-ce qu'ils attendent putain? Tout ça, difficulté et lenteur, pour qu'on mette 40 heures à avancer dans un scénario qui devrait en faire 20. Même les dialogues sont lents, ils vont faire durer chaque point de suspension ces fumiers, bordel! Même quitter l'écran de sauvegarde est lent! Faut attendre quelques secondes une fois que la sauvegarde est finie pour avoir l'autorisation de quitter l'écran, mais bordel! Et je parle même pas de leur élevage de chocobo. Une horreur faite purement pour t'occuper le plus longtemps possible pour que dalle. On les fait évoluer en leur faisant déterrer des objets, mais t'as un temps limite, tu payes pour creuser, et les objets déterrés sont en mode totalement aléatoire. Du coup, t'as jamais le sentiment d'être récompensé par le système de points, mais juste de jouer à une loterie et d'exploser le bec de ton chocobo pour quelques menus butins. Et quand t'as trouvé les différents indices qui mènent vers des upgrades, il faut trouver où est caché le trésor avec cette petite illustration miniature qui est en haut de l'écran, qui t'indique grosso modo où trouver le coffre. Je hais ce mini-jeu. J'ai rarement autant eu l'impression de perdre mon temps quand je joue au jeu des chocobos d'FF9, et j'ai envie de dire à FF9 en général. Mais les cinématiques et la narration visuelle sont dingues, faut l'avouer. Vraiment, le 9 a proposé des cinématiques tellement grandioses que par exemple, j'ai toujours pas vu de ma vie une arrivée de monstres plus badass que celle-là. Putain! Le motion blur, ou flou de mouvement, rend toute sa force au déplacement et atténue un peu le lag d'une vidéo en 15 fps, le panoramique de la caméra poursuit son sujet, trop rapide pour rester dans le cadre, le travail du son avec la succession de cris, silence et explosions, la simulation de liquide avec l'impact. Ah, c'est beau! Et ça, là! Pareil, la musique, les mouvements de caméra, l'ambiance qui passe d'un bleu zen à un rouge violacé de destruction, on en viendrait à oublier que le méchant ressemble à ça. Voilà pourquoi je déteste ce jeu, bordel, ces designs sont ignobles. Non, navré, je ne changerai pas d'avis, je n'ai pas peur d'un méchant quand il porte un string!
Il faut également noter au passage que les musiques de ce jeu sont absolument dingues. Un petit florilège pour vous le prouver. Final Fantasy VIII a de loin mes préférences, bien qu'il soit, ou parce qu'il est, à l'opposé de Final Fantasy VII. C'est un jeu lumineux où on montre l'importance du passé et du présent pour construire l'avenir. Il reçoit régulièrement des critiques, cela dit, notamment par rapport à son système d'évolution des personnages. Contrairement aux autres FF, et presque à tous les RPG du monde, le 8 ne vous demande pas de gagner des niveaux pour vous améliorer, mais d'associer des magies. Il est presque plus conseillé de fuir des combats ou de les résoudre grâce à des aptitudes qui ne rapportent pas d'expérience, comme la transformation des ennemis en cartes à jouer, lesquelles peuvent ensuite être converties en sorts ou en objets, avec certaines capacités qui permettent même d'améliorer les sorts eux-mêmes. Et ce sont les sorts, justement, qui apporteront de meilleures aptitudes. On doit commencer par s'équiper d'une Guardian Force, les invocations du jeu, qui, elles, fournissent des capacités et permettent d'améliorer les diverses statistiques des persos, puis on doit associer les divers sorts obtenus par nos aptitudes ou en les volant aux ennemis, à nos divers stats, santé, vigueur, résistance, etc. etc. Comme la quantité de sorts à disposition, de 1 à 100 détermine la puissance de l'amélioration, il est déconseillé d'utiliser trop de magie en combat. Mais si vous jouez astucieusement, les améliorations provoquées rendront ça totalement inutile de toute façon. Le jeu est presque de rester au niveau minimum et de n'améliorer que les sorts dont on dispose, ce qui permettra de taper très fort et avoir une santé conséquente, alors que les monstres, dont le niveau s'adapte au nôtre tout au long du jeu, resteront avec leurs statistiques de base, ce qui rendra la progression bien plus facile puisque plus les ennemis sont forts, plus ils lancent des sorts puissants et ont de gros points de vie, et des stratégies compliquées. Ça fait un système assez user-friendly, où t'es pas obligé de grinder comme un porc pour pouvoir avancer dans le jeu, et où la difficulté reste gérable tout du long. Un système qui permet avant tout de savourer l'histoire. À ce niveau justement, le jeu est aussi dénigré par beaucoup comme étant une simple romance cucu, alors qu'il propose un récit rondement mené également, en bonne partie grâce à une plus grande confiance dans la technologie et les transitions entre les phases de gameplay et les cinématiques, et surtout un traitement du temps comme je l'ai rarement vu dans un jeu vidéo. FF8 est un jeu qui tourne autour du temps, de l'importance de passer du temps avec les gens et ses proches, et contient dans son récit une boucle temporelle. Et de fait, un des principaux éléments de son récit est de nous montrer des flashbacks du passé qui expliquent pourquoi est-ce qu'on en est là où on en est aujourd'hui, avec certains petits détails qui peuvent être influencés par nos actions lorsqu'on joue ce passé, pour expliciter l'importance de passer du temps avec les personnes qui comptent pour nous. Final Fantasy VIII est une tentative d'histoire plus intimiste et à échelle humaine, d'où des persos aux proportions humaines qui apparaissent dans toutes les villes cette fois-ci, pour que justement on passe un maximum de temps avec eux. C'est aussi pour ça qu'on fait tout pour nous pousser à suivre le récit plutôt qu'à grinder avec les combats. Et de fait, une des principales clés de mise en scène de Final Fantasy VIII, c'est de longues périodes d'attente. Je vous jure, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est un jeu Final Fantasy dans lequel on a codé plusieurs salles d'attente. Des salles d'attente!
Combien de jeux se mettent le défi de te faire volontairement attendre? Des scènes entières dédiées à attendre. Le personnage bloqué dans une pièce tant qu'il n'a pas parlé à tout le monde, à attendre que quelqu'un débarque, à attendre qu'une voiture arrive. Pendant l'assaut de Dolette, au début, on attend l'action parce qu'on est censé juste surveiller, pas reprendre la ville. On est des étudiants quand même, et c'est ce qui rend Cypher taré. Mais nous-mêmes, on doit attendre, se poser. Il y a aussi l'attente des résultats du CID, une grosse minute où on reste bloqué dans ce couloir à attendre qu'on nous amène les résultats de nos examens, ou l'un des moments les plus notables pour retranscrire la tension d'une relation aux rapports amoureux et hiérarchiques incertains, le rendez-vous de Squall et Kistis, son ancienne institutrice surdouée de 18 ans, d'1 an seulement son aîné, qui après un silence interminable, bouge enfin ses pixels pour demander... Et c'est justement pour ça que FF8 est décrié, parce qu'en dehors de son univers à nouveau radicalement SF et très appréciable, c'est avant tout une histoire d'amour. Le but est de faire comprendre à Squall, un mec solitaire, qu'il faut profiter des gens tant qu'ils sont là et qu'ils ont envie de parler avec toi. Après on s'oublie, on risque de se perdre, et ça vaut donc la peine de se risquer à quelques souffrances pour profiter l'un de l'autre avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est encore une fois en bonne partie grâce à de sublimes cinématiques que le jeu va traiter cette idée. Elles peuvent vous paraître bas de gamme aujourd'hui, mais elles ont été le début d'une véritable révolution, poussant par exemple Square à inclure de nouvelles cinématiques dans leurs diverses rééditions et remasters des anciens jeux sur PlayStation, d'abord en SD et de plus en plus réalistes par la suite, afin d'offrir le même degré de tangibilité et d'investissement émotionnel à leurs anciennes créations, et ça a logiquement poussé les équipes de développement et Hironobu Sakaguchi, fan de cinéma en particulier, à se demander, et ce dès la fin de développement de Final Fantasy VII, tiens, et si on parvenait à atteindre des images de synthèse photoréalistes, est-ce qu'on pourrait faire un film? Et la réponse est oui, on peut. Mais ça, ce sera pour une prochaine partie.